James McCain. Le facteur sonne toujours deux fois. Traduit de l'américain par Sabine Beritz. Gallimard. 1936 pour la traduction française. Cinq. Nous ne nous sommes occupés ni du chat, ni des plombs, ni d'autre chose. Nous nous sommes fourrés au lit, et Cora s'est détendue. Elle a pleuré, puis elle a été secouée d'un frisson qui la faisait trembler toute, et il m'a fallu presque 2 heures pour la calmer. Elle est restée un long moment dans mes bras, puis nous avons parlé. Jamais plus, Franck. Tu as raison, jamais plus. Nous étions fous, ce n'est pas possible, absolument fous. Et c'est une sacrée veine d'en être sorti comme ça. C'était ma faute. C'était la mienne aussi. Non, c'était ma faute. C'est moi qui ai pensé à ça, tu ne voulais pas. La prochaine fois, je t'écouterai, Franck, tu es chic. Tu n'es pas stupide comme moi. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. C'est vrai. Jamais plus. C'est égal, s'en tirer comme ça. Ils auraient pu deviner, ils devinent toujours. Ils ont tellement l'habitude. Rappelle-toi comme le flic a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. J'en ai eu froid dans le dos. Dès qu'il m'a vu devant la maison, il a pigé. Alors tu penses, comment aurions-nous fait croire ce que nous voulions si le grec avait claqué? Au fond, Franck, je ne suis pas une vraie garce. Je te l'avais bien dit. Si je l'étais, je n'aurais pas eu tellement peur. J'ai eu si peur, Franck. Et moi donc? Dès que la lumière s'est éteinte, je n'ai eu qu'une idée. Toi, Franck, toi. Je ne crânais plus du tout, j'étais une petite fille qui a peur du noir. Mais j'étais là. J'étais si heureuse de ça. Si ça n'avait pas été pour toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Pas mal, hein, l'histoire de sa glissade. Et il l'a cru. J'ai toujours eu la veine de rouler les flics. Il faut toujours leur donner une explication. Il faut avoir l'air de dire la vérité et la dire presque. Je les connais bien. J'en ai roulé plus d'un. Tu as tout arrangé. Tu arrangeras toujours tout pour moi, n'est-ce pas, Franck? Tu es la seule qui compte pour moi. Tu sais, j'ai si peu envie d'être chameau. Tu es mon tout petit. C'est ça, ton tout petit idiot. Entendu, Franck. Dès maintenant, je t'obéis. Tu seras la tête, moi je travaillerai. Et je travaille bien, tu sais. On s'en sortira. Bien sûr. Si on dormait maintenant. Tu crois que tu pourras dormir? C'est la première fois que nous dormons ensemble, Franck. Ça te fait plaisir? C'est magnifique, tu entends? Magnifique. Dis-moi bonsoir. C'est si bon de pouvoir te dire bonsoir, comme ça. Le lendemain matin, c'est le téléphone qui nous a réveillés. Elle a répondu et quand elle est remontée, ses yeux brillaient. Franck, devine. Quoi? Il a le crâne fracturé. Gravement? Non, mais il le garde là-bas. Il le garde pour une semaine sans doute. Nous pourrons dormir encore ensemble cette nuit. Viens là. Ah maintenant. Il faut nous lever, ouvrir la maison. Viens là où je te casse la figure. Idiot. Ça a été une bien belle semaine. Dans l'après-midi, Cora allait avec la voiture jusqu'à l'hôpital, mais tout le reste du temps nous étions ensemble. Cependant, nous avons bien travaillé pour le grec quand même. Nous tenions la maison ouverte tout le jour, et les affaires étaient excellentes. Il faut reconnaître que nous avons eu la chance pour nous. Un jour, une centaine de gosses en vacances se sont amenés dans 3 autocars, et ils ont réclamé de quoi manger dans les bois. Mais même sans eux, ce n'était pas si mal. Le registre de la caisse ne pouvait absolument rien dire contre nous, et il n'a rien dit. Mais une fois, au lieu de partir seul, Cora m'a emmené. Et quand elle est sortie de l'hôpital, nous sommes allés faire un tour à la plage. On lui a donné un costume jaune et un bonnet rouge, et quand elle est sortie, je ne l'ai pas reconnue. Elle avait l'air d'une petite fille. C'était la première fois que je me rendais vraiment compte de sa jeunesse. Nous nous sommes amusés sur le sable, puis dans l'eau, où nous nous sommes laissés rouler par les vagues. J'aimais avoir la tête sous l'eau. Elle préférait y mettre ses pieds. Je regardais le ciel, c'était grand à voir. J'ai pensé à Dieu. Franck? Quoi? Il rentre demain. Tu comprends? Oui. Il faudra que je couche avec lui. Sûr? À moins que nous soyons partis quand il arrivera. J'attendais ça. Tu veux bien, Cora? Rien que toi et moi et la route? Toi et moi et la route. Deux vagabonds, des bohémiens, soit. Mais nous serons ensemble. Oui, ensemble. Le lendemain, nous avons fait nos paquets, c'est-à-dire elle a fait ses paquets. J'avais acheté un costume et je l'ai mis. Pour moi, c'était tout. Elle a rangé ses affaires dans un carton à chapeau. Quand elle a eu fini, elle me l'a tendu. Mets-le dans la voiture.
Dans la voiture? On ne prend pas l'auto? Non. À moins que tu ne veuilles passer ta première nuit en prison. Voler la femme d'un autre, ce n'est rien, mais voler sa voiture, ça, c'est grave. Oh, nous sommes partis. L'autobus s'arrêtait à 2 miles de là et nous voulions l'attraper. Chaque fois qu'une auto passait, nous faisions un signe de la main comme les silhouettes qui sont à la porte des auberges, au bord des routes. Mais aucune n'a stoppé. Un homme seul peut trouver un passant qui l'emmène. Une femme seule aussi, si elle est assez folle pour l'accepter. Mais un homme et une femme ensemble n'ont aucune chance. Une vingtaine de voitures nous ont dépassés. Cora soudain s'est arrêtée. Nous avions fait un quart de mille à peu près. Franck, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça. Quoi ça? La route. Tu es folle? Tu es fatiguée, voilà tout. Écoute, attends-moi là, et je vais trouver quelqu'un qui nous conduira en ville. Il faut y arriver de toute façon. Après, ça ira mieux. Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas fatigué. Je ne peux pas, voilà tout. Tu ne veux pas rester avec moi, Cora? Mais si, tu le sais bien. Nous ne pouvons pas revenir sur nos pas maintenant. Nous ne pouvons pas recommencer ce que nous avons fait, tu le sais aussi, alors il faut venir. Je t'ai dit que je ne suis pas comme ça, Franck. Je ne me sens pas bohémienne du tout. J'ai honte d'être là à demander qu'on me transporte par amabilité ou par charité. Je te dis que je vais chercher une voiture pour nous conduire en ville. Et après? Après? Eh bien, nous y serons et nous continuerons. Non, c'est impossible. Nous passerons une nuit à l'hôtel et nous commencerons ensuite à chercher du travail, à vivre dans la boue. Ce n'est pas la boue que tu viens de quitter? C'est différent. Cora, tu ne vas pas te dégonfler. Ça y est, Franck. Je ne peux pas. Au revoir. Écoute-moi une minute. Au revoir, Franck. Je m'en retourne. Elle a tiraillé la ficelle du carton à chapeau. J'ai essayé de le garder, de le porter pour elle au moins, mais elle me l'a arraché. Puis elle est revenue sur ses pas. Elle était si jolie au départ, un moment auparavant, avec son petit costume bleu. Maintenant elle semblait toute froissée. Ses chaussures étaient couvertes de poussière et elle pouvait à peine marcher droit tant elle pleurait. Tout à coup, j'ai découvert que je pleurais moi aussi. 6. Une voiture m'a déposé à San Bernardino. C'est une ville où passe le chemin de fer et j'avais pensé à me faire trimballer à l'œil vers l'est. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai rencontré un type dans un billard et je me suis mis à jouer avec lui. C'était la crème des noix en matière de jeu, parce qu'il avait un ami qui savait réellement jouer, et il croyait être comme lui. Mais lui ne jouait vraiment pas assez bien pour moi. Je suis resté avec eux une quinzaine de jours et je leur ai pris 250 $, tout ce qu'ils possédaient, mais j'ai dû me défiler en vitesse. J'ai sauté dans un camion qui partait pour Mescali, et puis j'ai tout d'un coup songé qu'avec ces 250 $, nous pourrions, Cora et moi, aller nous installer sur une plage quelconque, vendre des sandwichs ou n'importe quoi, jusqu'à ce que nous ayons assez d'argent pour prendre quelque chose de mieux. J'ai plaqué le camion et j'ai essayé de me faire ramener à Glendale. En tournant autour du marché où ils faisaient leurs provisions, j'espérais bien un jour tomber sur Cora. J'ai même téléphoné 2 fois, mais c'est le grec que j'ai eu à l'appareil, si bien que j'ai raccroché comme si je m'étais trompé. En vadrouillant dans le marché, j'ai repéré un autre billard à 2 pas de là. Un jour, j'ai vu un type qui jouait tout seul à une des tables. À la façon dont il tenait sa queue de billard, on voyait vite qu'il était novice. J'ai commencé à m'amuser tout seul à la table d'à côté. Je songeais que si 250 $ nous permettraient d'acheter un bar à sandwich, 350 $ nous mettraient tout à fait à l'aise. Si nous faisions une partie, oh, je joue rarement. Bah, juste une poule simple. D'ailleurs, vous avez l'air bon joueur. Moi, je ne suis qu'un débutant. Oh, si c'est simplement histoire de s'exercer. Nous avons commencé à jouer et je l'ai laissé prendre de l'avance pour le rassurer. Je secouais la tête comme si je ne parvenais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Je suis trop bon pour vous, hein? Ça c'est drôle alors. Mais je peux jouer mieux que ça, vous savez. Si on mettait 1 $ la partie pour rendre ça un peu plus vivant. Soit, je ne perdrais pas beaucoup à 1 $. Nous avons joué à 1 $ le jeu et je l'ai encore laissé gagner 3 ou 4 jeux, peut-être davantage. Je jouais comme si j'étais nerveux et, entre les coups, j'essuyais vivement ma main avec mon mouchoir comme si j'étais en sueur. Décidément, ça ne va pas mieux. Si nous mettions ça à 5 $, j'essaierais de rattraper mon argent et nous irions boire un verre. Si vous voulez, je ne tiens pas à votre galette. Allez, 5 $ et on liquide. Je l'ai encore laissé gagner 4 ou 5 fois, et à ma façon de jouer, on aurait pu croire que j'avais une maladie de cœur, ou pire même. Je faisais des yeux de merlan frit. C'est égal, heureusement que je sais toujours m'arrêter à temps. Mettons ça à 25 $ pour que je me rattrape et allons boire. C'est un peu beaucoup pour moi. Beaucoup, mais c'est toujours moi qui perds. Alors, comme vous voulez, 25 $. Alors j'ai commencé à jouer réellement. J'ai fait des coups dignes d'un champion, des coups magnifiques. La balle volait autour de la table.
J'ai même proposé un certain carambolage savant et je l'ai gagné. Il jouait toujours comme un nouveau-né. Il s'est trompé de queue, il s'est fourré dans les plus mauvaises positions. Il a éraflé le tapis. Il a mis la balle du mauvais côté. Il n'a jamais pu réussir les coups les plus ordinaires. Et malgré ça, quand je suis sorti de là, il m'avait pris mes 250 $ et une montre de 3 $ que j'avais achetée pour savoir à quel moment Cora pouvait arriver sur le marché. Je suis vraiment un bon joueur, mais par malheur, j'aurais dû l'être encore davantage. Hé, Franck! C'était le grec qui, à travers la rue, courait vers moi, alors même que je n'étais pas encore hors du billard. Eh bien, Franck, salaud de Franck, où étais-tu? La plaqué comme ça. Pourquoi c'est-il que t'es parti juste au moment où je m'étais fait mal et où que j'avais besoin de toi? Nous nous sommes serrés les mains. Il avait encore un bandage autour de la tête et un drôle de regard. Mais il était vêtu d'un complet tout neuf et il avait mis de côté sur son front un chapeau noir. J'ai remarqué sa cravate pourpre, ses chaussures brunes, une chaîne de montre en or qui lui barrait la poitrine, et un magnifique cigare qu'il avait à la main. Et toi, Nick, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Je suis frais comme l'œil. Mais pourquoi que tu m'as lâché? Tu me manques, tu sais, espèce de salaud. Tu me connais, Nick, je m'installe un instant, mais l'envie de partir me reprend vite. Faudra te la passer ton envie de courir. Et dis-moi un peu où que t'étais. Allez, raconte. T'as rien fait? Sacré coquin, je te connais. Viens avec moi acheter le beefsteak et raconte-moi tout ça. Tu es seul? Ne fais pas l'idiot. Qui c'est qui tiendrait la maison ouverte maintenant que t'as filé? Bien sûr que je suis seul. Pas mèche de sortir ensemble, Cora et moi. Faut toujours que l'un des deux reste. C'est vrai. Où allons-nous? Il lui fallut bien 1 heure pour faire ses achats, tant il était occupé à me raconter comment son crâne avait été fracturé. L'étonnement des docteurs qui n'avaient jamais vu une fracture comme celle-là. La sacrée des veines qu'il avait avec ses nouveaux employés. 2 types l'avaient déjà quitté depuis que j'étais parti. Il avait dû chasser l'un d'eux le lendemain du jour où il l'avait engagé, et l'autre avait filé au bout de 3 jours en emportant ce qu'il y avait dans la caisse. Enfin, il a dit qu'il donnerait n'importe quoi pour que moi, je revienne. Franck, écoute-moi. On va à Santa Barbara demain, Cora et moi. Mon un chien, on a bien le droit de rigoler un peu, pas vrai? On va à la fête et tu vas t'amener avec nous. Ça te fait plaisir, pas vrai? Tu viens avec nous et on parlera de ton retour à la maison. Ça t'amusera une fête à Santa Barbara. Oui, on dit que c'est chouette. Il y a des filles, de la musique, on danse dans les rues, c'est chic. Allons, Franck, t'acceptes? C'est que je ne sais pas. Cora va être dans une de ses rognes si elle apprend que je t'ai vu et que je t'ai pas ramené. Elle a peut-être été un peu dure avec toi, mais elle sait que t'es un chic type, tu sais. Allez, on ira tous les trois, c'est entendu, et tu verras ce qu'on va rigoler. Entendu. Si ça lui fait plaisir, j'irai. Il y avait 8 à 10 personnes dans le restaurant quand nous sommes arrivés. Cora était dans la cuisine, lavant les assiettes aussi vite qu'elle pouvait pour en avoir assez pour tout le monde. Hé hé, Cora, regarde qui je t'amène. En voilà une surprise. D'où sort-il? Je l'ai trouvé à Glendale. On l'emmène avec nous à Santa Barbara. Bonjour, Cora, comment allez-vous? Ça en fait un temps qu'on ne vous a vu. Elle a vite essuyé ses mains et me les a tendues, mais elles étaient savonneuses. Elle est sortie pour prendre des ordres, et je me suis assis là avec le grec. D'habitude, il aidait sa femme, mais il était trop excité à l'idée de me montrer quelque chose, et il l'a laissé travailler seul. Ce qu'il voulait me montrer, c'était un gros album dans lequel il avait collé d'abord son certificat de naturalisation, puis son bulletin de mariage, enfin sa licence l'autorisant à tenir un commerce dans le comté de Los Angeles. Il y avait aussi une photo de lui-même alors qu'il était dans l'armée grecque, une photo de Cora et de lui le jour de leur mariage, puis tous les papiers se rapportant à l'accident. Ces coupures de journaux parlaient, à vrai dire, beaucoup plus du chat que de lui, mais enfin elle portait son nom et l'histoire de son transport à l'hôpital de Glendale. Cependant, dans le journal grec de Los Angeles, on s'occupait davantage de lui que du chat. Il y avait même sa photo en tenue de garçon de café, ainsi que des détails sur sa vie. Il y avait ensuite dans l'album les documents des rayons X. Il y en avait bien une demi-douzaine car on l'avait radiographié chaque jour pour suivre la marche de la guérison. Pour qu'on puisse voir le cliché en transparence, il avait collé 2 feuilles ensemble par les bords, découpé le milieu, puis glissé la pellicule à l'intérieur. Après les rayons X venaient les notes d'hôpital, les bulletins des médecins et les papiers des infirmières. Ce coup sur le crâne lui avait coûté 322 $. C'est comme je vous le dis. Joli, n'est-ce pas? Tu parles? Et tout y est? Sûr, ce n'est pas au point encore, je vais y mettre du bleu et du rouge comme ça. Il m'a montré 2 pages qu'il avait commencé à colorier. Les boucles des lettres étaient teintées d'encre, puis ornées de bleu, de blanc et de rouge. Sur le certificat de naturalisation, il y avait 2 drapeaux américains et un aigle. Sur la photo de l'armée grecque, 2 drapeaux grecs croisés et un aigle. Sur le certificat de mariage,
un couple de tourterelles dans des branches. Il avait dessiné déjà ce qu'il y aurait sur les autres choses. Je lui ai proposé pour les coupures de journaux un chat rouge et blanc avec une étincelle bleue qui sortirait de la queue. Il a trouvé ça épatant. Mais il n'a pas compris lorsque je lui ai conseillé, pour la licence commerciale, une buse tenant dans son bec une banderole sur laquelle serait écrit Vente aux enchères. Je n'ai d'ailleurs pas jugé nécessaire de lui fournir une explication quelconque. Mais j'ai saisi soudain pourquoi il était si bien habillé, pourquoi il faisait moins d'esbrouffe que d'habitude, pourquoi il avait l'air si important. Ce grec avait eu une fracture du crâne, une chose qui n'arrive pas tous les jours à un crétin de son espèce. Il était comme un whoop qui soudain peut ouvrir une pharmacie. Dès qu'il obtient le diplôme de pharmacien avec un beau cachet rouge dessus, un whoop met un complet gris dont le veston est bordé de noir, et il devient si fier de lui-même qu'il ne s'abaisse plus jamais à préparer des pilules ou à servir un ice cream soda, ainsi qu'il le faisait auparavant. Le grec était bien habillé pour la même raison. Une grande chose était arrivée dans sa vie. Il était presque l'heure du dîner quand j'ai réussi à voir Cora seule. Le grec était monté se laver et nous avait laissés dans la cuisine. As-tu pensé à moi, Cora? Bien sûr, comme si je pouvais oublier si vite. J'ai tant pensé à toi, moi aussi. Comment vas-tu? Moi? Très bien. J'ai téléphoné plusieurs fois, mais il a toujours répondu et je ne voulais pas lui parler. J'ai gagné un peu d'argent. Bravo, tu te débrouilles alors. J'en ai gagné, mais je l'ai perdu. Je pensais qu'il nous servirait à nous établir et puis j'ai tout perdu. Il faut que l'argent roule. C'est vrai que tu as pensé à moi, Cora? Bien sûr. On ne dirait pas. Vraiment? Pourquoi ne m'embrasses-tu pas? Il faut que je prépare le dîner. Tu ferais mieux d'aller faire un peu de toilette, au moins te laver les mains. Ça s'est passé comme ça a été comme ça toute la soirée. Le grec nous a servi son vin doux. Il a chanté un tas de chansons. Nous étions assis en rond, et Cora n'avait pas plus l'air de me connaître que si j'avais seulement été un type employé autrefois dans la maison, mais dont elle ne se souvenait pas très bien du nom. C'était bien la plus maussade réception que l'on puisse imaginer. Quand ça a été l'heure d'aller au lit, je les ai laissés monter, puis je suis sorti, pour essayer de deviner si je devais rester là, et reprendre mes habitudes avec elle si c'était possible, ou si je devais filer et l'oublier. J'ai marché longtemps, je ne sais ni pendant combien de temps, ni dans quelle direction, mais tout à coup, j'ai entendu une rumeur qui venait de la maison. Je suis revenu sur mes pas, et quand j'ai été tout près, j'ai pu distinguer ce qu'elle disait. Elle braillait autant qu'elle pouvait, et elle disait qu'il fallait que je parte. Il murmurait indistinctement. Il devait vouloir que je reste pour l'aider à travailler. Il tentait de la faire taire, mais il n'y parvenait pas. Elle criait exprès pour que j'entende. Si j'avais été dans ma chambre où elle croyait que j'étais, j'aurais pu tout saisir, mais de ma place, j'en attrapais suffisamment. Soudain, elle s'est arrêtée. Je me suis glissé dans la cuisine et j'ai continué d'écouter. Je n'entendais plus rien, car j'étais tout bouleversé, et tout ce que je percevais, c'était le battement de mon propre cœur qui tapait, boum, 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 comme ça. Je songeais qu'il cognait rudement pour un cœur, et tout à coup j'ai eu l'impression qu'il y avait deux cœurs dans cette cuisine, et que c'était pour ça que c'était drôle. J'ai tourné le bouton électrique. Cora était là, debout, vêtue d'un kimono rouge, pâle comme du lait, me regardant fixement, un long couteau dans la main. Je lui ai sauté dessus et je lui ai arraché le couteau. Quand elle a parlé, on aurait cru entendre le sifflement d'un serpent qui va s'élancer. Pourquoi es-tu revenu? Je n'ai pas pu faire autrement. Je n'avais pas à revenir. J'aurais pu y arriver. Je commençais à t'oublier. Et tu es revenu. Bon Dieu, tu avais besoin de revenir. Tu arrivais à quoi? Pourquoi est-ce qu'il fait cet album? Pour le montrer à ses enfants. Il en veut un maintenant, un enfant. Il en veut un tout de suite, comprends-tu? Mais pourquoi n'es-tu pas parti avec moi? Pour aller où? Pour coucher dans les gares? Pourquoi serais-je allé avec toi? Dis-le. Je n'ai rien pu répondre. Je pensais à mes 250 $, mais à quoi bon lui dire que j'avais de l'argent hier, puisque aujourd'hui je l'avais perdu au jeu. Tu es un sale type, je le sais. Un sale type. Pourquoi es-tu revenu puisque tu étais parti? Pourquoi ne pas m'avoir laissé seul? Pourquoi? Écoute, fais-le patienter un peu avec cette histoire de gosse. Fais-le attendre. Et nous trouverons un moyen d'en sortir. Je suis un sale type, Cora, c'est entendu. Mais je t'aime. Je le jure. Tu le jures. Et qu'est-ce que tu fais? Il m'emmène à Santa Barbara pour arriver à me faire dire que j'accepte d'avoir un gosse. Et toi, tu viens simplement avec nous. Tu coucheras au même hôtel que nous. Tu viendras avec nous dans l'auto. Elle s'est arrêtée. Et nous sommes restés en face l'un de l'autre. Nous trois dans la voiture. Nous savions ce que cela voulait dire. Petit à petit, nous nous sommes rapprochés, jusqu'à ce que nous nous touchions. Oh Dieu, Franck,
N'y a-t-il pas moyen de faire autrement? Quoi? N'allais-tu pas lui planter ce couteau dedans il y a une minute? Non, c'était pour moi, Franck, pas pour lui. Cora, c'est le destin. Nous avons tout essayé. Je ne peux tout de même pas avoir un gosse grec et graisseux. Si j'ai un enfant, il sera de toi. Si tu étais moins sale type seulement. Tu es si épatant et si mauvais à la fois. Je sais, mais je t'aime. Oui, et moi aussi je t'aime. Fais-le attendre, juste cette nuit. Entendu, Franck, juste cette nuit. 7. Je suis un long sentier dans la lande de mes rêves où le rossignol chante quand la blanche lune brille. Je sais qu'il me faudra attendre durant de tristes nuits obscures avant que mes rêves se réalisent pour qu'enfin je puisse suivre ce long, long sentier avec toi. Ils ne s'en font pas assez à mon goût. Et vous ferez bien de ne pas leur laisser le volant, mademoiselle, ce serait du joli. Soyez tranquille. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ces ivrognes? Je ne voulais pas repartir avec eux, mais ils ont tenté de partir seuls. Ils se seraient cassé la figure, sûrement. Alors j'ai préféré conduire moi-même. C'est tout ce que j'avais à faire. C'est quelquefois calé de savoir ce qu'on a à faire. 1 dollar d'essence. L'huile va? Je crois. Merci, mademoiselle, bonne nuit. Elle est remontée dans l'auto, elle a repris le volant, tandis que le grec et moi nous continuions à chanter. Et nous sommes repartis. Cette fois pour notre plan, je devais être ivre, car notre première expérience m'avait guéri de l'idée que nous pourrions réussir un meurtre impeccable. Alors ça allait être un assassinat si stupide que ce ne serait même plus un assassinat. Ce serait un banal accident d'auto, avec des types ivres et de l'alcool dans la voiture et tout ce qui s'ensuit. Bien sûr, quand j'ai commencé le jeu, il fallait que le grec suive le mouvement, et il était juste au point où je voulais qu'il soit. Nous nous sommes arrêtés pour prendre de l'essence afin d'avoir un témoin, qui affirmerait que Cora n'était pas ivre, et qu'elle n'avait guère envie de l'être avec nous. En effet, puisqu'elle conduisait, elle ne devait pas boire. Avant cet arrêt, nous avions eu de la chance. Juste quand nous fermions la maison, un type était entré pour manger un morceau, et il était resté sur la route pour nous regarder filer. Il m'avait donc vu essayer de mettre en marche 2 ou 3 fois sans y réussir, puis discuter avec Cora, et reconnaître que j'étais trop saoul pour conduire. Cora avait guidé la voiture et déclaré qu'elle ne viendrait pas avec nous. Il m'avait vu tenter de partir seul avec le grec. Enfin, il avait vu Cora me tirer de mon siège, me flanquer derrière, tandis que le grec restait devant, puis prendre d'autorité le volant et démarrer. Son nom était Jeff Parker et il élevait des lapins à Enrico. Cora avait appris cela en racontant qu'elle devrait essayer d'élever des lapins pour le restaurant. Nous savions où le trouver si nous avions besoin de lui. Le grec et moi chantons Mother Macri et Smile, 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 et encore Down by the Old Mill Stream, et nous étions vite arrivés au poteau indiquant Malibu Plage. Là, Cora a tourné. Normalement, elle aurait dû aller tout droit. Il y avait 2 grandes routes pour atteindre la côte. L'une, à 10 miles à l'intérieur, était celle sur laquelle nous étions. L'autre, juste au bord de l'océan, était sur notre gauche. Elle se rejoignait à Ventura et suivait ensuite la mer jusqu'à Santa Barbara, San Francisco et plus loin encore. Mais Cora n'avait jamais vu Malibu Plage où vivent tant d'étoiles de cinéma, et elle voulait passer le long de l'océan, faire un détour de 2 miles pour y jeter un coup d'œil, puis tourner de nouveau et repartir vers Santa Barbara. La véritable raison de ce détour était que cet embranchement était la plus mauvaise route de tout le comté de Los Angeles, et qu'un accident à cet endroit ne pouvait surprendre personne, pas même un flic. Il y fait sombre, il n'y a aucun trafic ou presque, aucune maison, rien, ce qui facilitait beaucoup ce que nous avions à faire. Le grec n'a rien remarqué pendant un moment. Nous avons longé une petite colonie de vacances que l'on appelle le lac Malibu. Au flanc de la colline, des gens dansaient dans une cabane, tandis que d'autres couples se promenaient sur l'eau en canoë. J'ai crié vers eux, le grec m'a imité. Vous en faites pas. Ça ne changeait pas grand-chose, mais ça faisait une marque de plus sur notre piste, si jamais quelqu'un cherchait à la reconstituer. Nous avions à monter une première côte, au milieu des montagnes. Elle durait pendant 3 miles. J'avais donné des conseils à ce sujet à Cora. Elle est restée en seconde presque tout le temps à cause des tournants aigus qu'il y avait tous les 50 mètres et où la voiture perdait suffisamment de vitesse pour ne pouvoir aborder le tournant suivant qu'en seconde. C'était aussi beaucoup pour que le moteur chauffe. Tout était minutieusement préparé. Nous devions avoir beaucoup à raconter. Mais quand le grec s'est aperçu qu'il faisait si sombre, que nous étions embarqués dans une fichue région pleine de montagnes, sans une lumière, sans une maison, sans un poste d'essence, ou rien d'autre en vue, il a repris ses esprits et s'est fâché. Fais attention, voyons, tourne, bon Dieu, tu t'es trompé de route. Non, je sais où je suis. Nous allons arriver à la plage de Malibu.
Tu ne te souviens pas? Je t'ai dit que je voulais la voir. Alors va doucement. Je vais doucement. Va plus doucement encore, je veux pas qu'on se tue. Nous sommes parvenus au sommet et nous nous sommes attaqués à la descente. Elle a arrêté le moteur. Le ventilateur a tourné vite pendant un moment puis il a stoppé. Elle a de nouveau embrayé en bas de la côte. J'ai regardé le thermomètre, il était à 95. Elle est repartie jusqu'à la montée suivante et le thermomètre a continué de blaguer. Sans blague, sans blague. C'était notre signal. Une de ces choses idiotes qu'on peut dire toujours sans que personne n'y prenne garde. Elle a lancé l'auto sur l'un des bords. En dessous, il y avait un ravin dont on ne pouvait voir le fond. Il y avait bien 200 mètres. Je crois qu'il faut laisser refroidir un peu. Bon Dieu, je crois bien. Regarde-moi ça, Franck, regarde donc. Quoi? Le thermomètre est à 97. Dans une minute, ça va bouillir. Laisse bouillir. J'avais saisi la clé anglaise et l'avais mise sous mes pieds. Mais à ce moment précis, j'ai aperçu en haut de la côte les lumières d'une auto. J'ai dû attendre. Une minute de plus. Et la voiture serait passée au bon moment. Si tu chantais quelque chose, Nick. Il a regardé le pays sinistre autour de lui, mais il n'avait guère envie de chanter. Puis il a ouvert la portière et il est descendu. Nous l'avons entendu qui vomissait derrière la voiture. Il était là quand l'auto nous a croisés. J'ai noté le numéro dans ma tête, puis j'ai éclaté de rire. Cora s'est retournée vers moi. Tu piges? Ils auront ainsi quelque chose à se rappeler. Les deux hommes vivaient quand ils sont passés. As-tu pris le numéro? 2R5801. 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 Ça va, je le sais aussi, ça colle. Le grec est revenu. Il semblait en meilleur état. Vous avez-il entendu? Quoi? Quand Harry, il y a eu un écho magnifique. Il a lancé une note aiguë. Ce n'était pas un air, c'était juste une note haute, comme sur un disque de Caruso. Il a cessé brusquement et il a entendu. La note est revenue, claire et précise, et elle s'est arrêtée, nette, comme il l'avait fait. C'est-il pareil à ma voix, ça? Du pareil au même, vieux, on s'y tromperait. Mince alors, c'est chouette. Il est resté planté là pendant 5 minutes, lançant ses notes aiguës et les écoutant revenir vers lui. C'était la première fois qu'il entendait sa voix résonner comme ça. Cela l'amusait comme un singe qui se voit dans un miroir. Cora me regardait. Nous avions affaire. J'ai commencé à rouspéter. Dis donc, tu crois qu'on a que ça à faire? T'écouter chanter pour toi tout seul toute la nuit? Allez, monte, qu'on fiche le camp. Il est tard, Nick. Ça va, ça va. Il est monté, mais il a mis sa tête à la portière pour lancer encore une note. Je me suis baissé, et tandis qu'il avait encore la tête dehors, j'ai saisi de nouveau la clé anglaise. Sa tête a craqué, je l'ai senti craquer. Il a sauté en l'air et s'est recroquevillé sur le siège comme un chat sur le sofa. Il m'a semblé qu'il mettait des heures à rester immobile. Puis Cora a laissé échapper un drôle de gloussement, qui s'est terminé en un gémissement, car l'écho soudain renvoyait la note que le grec avait lancée. La note vibra comme il l'avait fait vibrer, puis diminua, s'arrêta, s'immobilisa. 8. Nous n'avons pas dit un mot. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Elle est passée derrière. Je suis passé devant. J'ai examiné la clé anglaise sous la veilleuse. Il y avait quelques gouttes de sang dessus. J'ai débouché une bouteille de vin et j'en ai versé jusqu'à ce que le sang disparaisse. Puis j'ai versé du vin sur le grec. J'ai essuyé la clé anglaise sur un morceau sec de ses vêtements, puis je l'ai tendue à Cora. Elle l'a mise sous le siège. J'ai encore versé du vin là où j'avais essuyé la clé anglaise. J'ai cassé la bouteille contre la porte et je l'ai mise au-dessus de lui. Puis j'ai remis l'auto en route. La bouteille a émis un gargouillis parce que le vin coulait. J'ai un peu avancé, puis je suis passé en seconde. Je ne pouvais tout de même pas lancer l'auto dans le ravin de 200 mètres que nous dominions. Il fallait que nous y allions ensuite. Et comment aurions-nous fait croire que nous en étions sortis vivants? J'ai conduit doucement, en seconde, jusqu'à un endroit où le ravin n'avait guère que 50 pieds. Arrivé là, je suis monté sur le talus, j'ai mis mon pied sur le frein, et j'ai accéléré avec la manette à main. Dès que la route devant a été dans le vide, j'ai appuyé à fond sur le frein. L'auto a calé, c'est ce que je voulais. La voiture devait être en prise, le contact mis, et le moteur calé freinerait suffisamment pour ce que nous avions à faire. Nous avons quitté l'auto, nous avons fait quelques pas sur la route en évitant le talus. Inutile de laisser des empreintes. Cora m'a donné une pierre et un gros morceau de bois que j'avais mis dans la voiture à cet effet. J'ai mis la pierre sous les cieux, elle allait à merveille et je l'avais choisie exprès. Puis, j'ai passé le madrier sur la pierre, sous les cieux. J'ai ensuite appuyé dessus de tout mon poids. L'auto a bougé, mais elle n'a pas basculé. J'ai appuyé de nouveau, elle a remué un peu plus. J'ai commencé à suer. Nous étions là avec ce mort dans la voiture. Que se passerait-il si je n'arrivais pas à la soulever?
J'ai essayé encore, mais cette fois Cora m'aidait. À nous deux, on a appuyé de toute notre force. Tout à coup, nous en sommes restés là, affalés sur la route. L'auto a dégringolé la côte, sans dessus-dessous, jusqu'en bas, en faisant tant de potins qu'on devait l'entendre à 1 mile de là. Elle s'est arrêtée. Les phares marchaient encore et elle n'était pas en feu. C'était le plus grand danger. Le contact étant mis, si l'auto avait flambé, pourquoi n'aurions-nous pas été brûlés nous aussi? Alors j'ai lancé la pierre au loin. J'ai couru jeter le madrier sur la droite de la route à une bonne distance. Je ne m'en suis pas beaucoup inquiété d'ailleurs. Tout le long de la route, il y a comme ça des madriers, des poutres tombées des camions qui passent. Ils sont tous comme le mien, esquintés par les autos qui leur grimpent dessus. Moi, je l'avais choisi exprès, si bien qu'il était plein d'écorchures et qu'on aurait pu le distinguer des autres. Je suis revenu à la voiture, j'ai enlevé Cora dans mes bras et j'ai dévalé le ravin. Je faisais ça toujours pour éviter les empreintes. Les miennes m'importaient peu. Des marques de pas d'homme, il y en aurait bientôt des tas le long de la pente. Mais ces petits talons pointus devaient laisser une trace dans la bonne direction, au cas où quelqu'un aurait l'idée de les examiner. J'ai déposé Cora près de l'auto, pendu par 2 roues à mi-chemin du fond. Le grec était toujours dedans, mais il gisait maintenant sur le plancher. La bouteille avait glissé entre le siège et lui. Et tandis que nous examinions l'homme, elle émit un nouveau gargouillis. Le toit de la voiture était démoli, ainsi que les ailes. J'ai essayé d'ouvrir les portes. Ça a été important, car il fallait que je me glisse à l'intérieur et que je me coupe avec les vitres, tandis que Cora remontait sur la route. Les portières s'ouvraient bien. Alors j'ai chiffonné la blouse de Cora, j'ai arraché ses boutons, de façon qu'elle ait l'air d'avoir été amochée elle aussi. Elle m'a regardé faire et ses yeux n'étaient plus bleus mais noirs. J'entendais sa respiration plus rapide. Elle s'est approchée tout contre moi. Arrache-moi tout ça. J'ai obéi. J'ai passé ma main dans sa blouse et j'ai tiré. L'étoffe s'est déchirée et Cora s'est trouvée nue de la poitrine au ventre. Tu auras fait ça en sortant de la bagnole, la blouse se sera prise dans la poignée de la portière. Ma voix a résonné drôlement, comme si elle sortait d'un tout petit phonographe. Et ça, tu ne sauras pas où tu l'auras fait. J'ai pris mon élan et je lui ai flanqué mon poing dans l'œil aussi fort que j'ai pu. Elle est tombée, elle est restée à mes pieds. Ses yeux brillaient, ses seins tremblaient, leur pointe dressée étendue vers moi. Elle était étendue là, et mon souffle faisait dans ma gorge un bruit qui ressemblait à un grognement de bête. Ma langue était toute gonflée, et un goût de sang emplissait ma bouche. Oh oui, Franck, oui. J'étais étendu sur elle. Nous nous regardions dans les yeux. Nous étions serrés l'un contre l'autre, essayant d'être plus unis encore. L'enfer aurait pu s'ouvrir devant moi alors, je n'en aurais pas bougé. Il fallait que je l'aie, même si l'on devait me pendre pour cela. Je l'ai eu. 9. Nous sommes restés là quelques minutes anéantis, comme si nous nous étions drogués. Tout était si calme qu'on entendait seulement le gargouillement doux du vin qui coulait dans l'auto. Et maintenant, Franck, le plus dur est à faire, Cora. Il faut que tu fasses très attention. Seras-tu assez forte? Maintenant, je passerai à travers tout. Les flics vont t'interroger, ils vont essayer de te dérouter. Sauras-tu lutter avec eux? Je crois. Ils trouveront peut-être quelque chose contre toi, je ne crois pas, à cause de tous les témoins que nous avons. Mais on ne sait jamais. Ils te puniront peut-être pour homicide par imprudence et tu devras faire 1 an de prison. Ce sera pire, peut-être. Tiendras-tu le coup? Tu m'attendras à la sortie? Tu parles. Alors je supporterai tout. Bien. Maintenant ne fais plus attention à moi, je suis saoul. Ils ont plus de preuves qu'il n'en faut pour le croire. Je ne dirai que des blagues. C'est pour les dérouter. Et quand je serai à jeun, je leur dirai ce que je voudrais et ils me croiront. Je m'en souviendrai. N'oublie pas que tu es furieuse contre moi parce que je suis saoul et parce que je suis la cause de tout. Je sais. Alors on est prêt. Franck, quoi? Écoute encore. Nous nous aimons. Et si nous nous aimons, rien d'autre ne compte. Alors, je te le dirai la première. Je t'aime, Franck. Je t'aime, Cora. Embrasse-moi. Je l'ai encore embrassé et serré dans mes bras. Puis j'ai vu une lueur sur la colline de l'autre côté du ravin. Allons, grimpe là-haut et cramponne-toi, il faut en sortir. On en sortira. Demande de l'aide seulement. Tu ne sais pas encore qu'il est mort. Entendu. Tombe quand tu seras en haut pour expliquer le sable sur ta robe. Oui. Au revoir. Au revoir. Elle a commencé à monter, et je me suis précipité vers l'auto. Soudain, j'ai découvert que je n'avais plus mon chapeau. Je devais être dans la voiture et avoir mon chapeau avec moi. J'ai tâtonné à sa recherche. L'autre auto approchait de plus en plus. Elle n'était plus qu'à 2 ou 3 tournants de là, et je n'avais toujours pas mon chapeau, ni aucune trace d'accident sur moi. J'ai abandonné, et je me suis retourné vers la voiture. Je suis tombé.
J'avais pris mon pied dans mon chapeau. Je l'ai empoigné et j'ai plongé dans l'auto. Mon poids s'est communiqué bientôt au plancher qui s'est effondré, et j'ai senti l'auto qui se renversait. Pendant un bon moment, je n'ai plus eu conscience de rien du tout. Quand je suis revenu à moi, j'étais étendu sur le sol, et autour de moi il y avait beaucoup de cris et de paroles. Mon bras gauche me faisait très mal, si mal que je gémissais chaque fois que je le bougeais. Mon dos aussi était douloureux, et dans ma tête, un mugissement continu grondait, s'amplifiait et s'évanouissait tour à tour. En même temps, le sol paraissait s'enfuir sous moi, et tout ce que j'avais bu en montait. J'étais là et je n'étais pas là, mais j'avais suffisamment repris mes esprits pour me rouler par terre et lancer des coups de pied. Il y avait du sable sur mes vêtements, il fallait qu'il y ait une raison à cela. Ensuite, j'ai entendu un sifflement aigu, et je me suis trouvé dans une ambulance. Un agent était à mes pieds, et un docteur s'occupait de mon bras. Je me suis trouvé mal dès que j'ai vu ça. Le sang coulait, entre le poignet et le coude, il était plié en deux comme une branche. Il était cassé. Quand je suis revenu à moi de nouveau, le docteur travaillait toujours dessus et j'ai pensé à mon dos. J'ai essayé de tourner mon pied et de voir ce qu'il faisait. J'ai craint d'être paralysé. Mon pied a bougé. Le sifflement aigu m'a tenu éveillé, et j'ai regardé autour de moi. J'ai vu le grec. Il était sur l'autre civière. Hé, Nick! Personne n'a répondu. J'ai essayé de regarder partout, mais je n'ai pas vu Cora. Au bout d'un moment, l'ambulance s'est arrêtée et ils ont sorti le grec. J'ai pensé qu'ils allaient m'emporter aussi, mais ils m'ont laissé là. Je savais maintenant que Nick était bien mort, et que cette fois-ci, il ne pourrait y avoir ni fausse surprise ni histoire de chat. S'ils nous avaient sortis tous les deux, c'est que nous aurions été devant l'hôpital. Puisqu'il ne sortait que Nick, c'est que c'était la morgue. On a encore roulé, puis on s'est arrêté et ils m'ont tiré de là. Ils m'ont transporté à l'intérieur, installé sur une table roulante et emmené dans une chambre blanche. Ils ont tout préparé pour remettre mon bras. Ils ont approché une machine pour m'endormir sans doute, mais ils se sont disputés. Il y avait un autre docteur cette fois qui disait qu'il était le médecin de la prison et les médecins de l'hôpital étaient furieux. J'ai compris ce qui arrivait. On voulait avoir des preuves de mon ivresse. Si on m'avait endormi tout de suite, cela aurait complètement transformé mon haleine, la première preuve. Le docteur de la prison a eu gain de cause. Il m'a fait souffler dans un verre sur quelque chose qui ressemblait à de l'eau, mais qui est devenu jaune sous mon souffle. Il m'a pris quelques gouttes de sang et d'autres échantillons qu'il a versés dans des bouteilles avec un entonnoir. Ensuite, on m'a endormi. Quand j'ai repris connaissance, j'étais dans une chambre, sur un lit. Ma tête était couverte de bandages ainsi que mon bras maintenu par une écharpe. Mon dos était couvert de tissus adhérents, si bien que je pouvais à peine bouger. Un agent était près de moi, il lisait un journal. Ma tête me faisait un mal du diable, mon dos aussi, et mon bras m'élançait furieusement. Au bout d'un moment, une infirmière est entrée. Elle m'a donné un cachet et je me suis endormi. Il était midi quand je me suis réveillé, et on m'a donné à manger. Deux agents sont entrés, ils m'ont mis sur une civière et ils m'ont emporté dans une autre ambulance. Où allons-nous? À l'enquête. Une enquête? Mais on fait ça quand il y a des morts seulement. C'est ça. C'est ce que je craignais pour eux. Il n'y en a qu'un. Lequel? L'homme. Ah, la femme est blessée aussi? Pas gravement. C'est mauvais pour moi, ça. Dites donc, vieux, nous on s'en fiche que vous parliez, mais ça peut vous retomber dessus après quand on vous jugera. C'est vrai. Merci. Nous nous sommes arrêtés devant une boutique de pompes funèbres à Hollywood et ils m'ont transporté à l'intérieur. Cora était là, assez abattue. Elle avait une blouse qu'une surveillante lui avait prêtée et qui gonflait autour de son ventre comme si elle était pleine de foin. Son costume et ses chaussures étaient poussiéreux. L'œil que j'avais cogné était tout gonflé. La surveillante était près d'elle. Le coroner était derrière une table avec une espèce de secrétaire auprès de lui. Dans un coin, il y avait une demi-douzaine de types qui se chamaillaient et que des flics gardaient. C'était le jury. Il y avait encore des tas de gens que les agents repoussaient là où ils devaient rester. L'ordonnateur, sur la pointe de ses pieds, surveillait tout et offrait des chaises à qui n'en avait pas. Il en a apporté deux pour Cora et la surveillante. À l'autre bout de la table, il y avait quelque chose sous un drap. Dès qu'ils m'ont eu installé à leur idée sur une table, le coroner a tapoté la table avec son crayon et on a commencé. D'abord, vérification d'identité. Cora s'est mise à pleurer lorsqu'on a soulevé le drap. Je n'ai pas beaucoup aimé cela moi non plus. Quand elle a eu regardé, quand j'ai eu regardé, quand le jury a eu regardé, ils ont remis le drap dessus. Connaissez-vous cet homme? C'était mon mari. Comment s'appelle-t-il? Nick Papadakis. C'était ensuite le tour des témoins. Le sergent a raconté comment il avait reçu un coup de téléphone et comment il était parti avec deux hommes après avoir prévenu l'ambulance. Comment il avait envoyé Cora par l'auto qu'il avait prise et le grec et moi dans l'ambulance. Comment le grec était mort en route et comment il l'avait déposé à la morgue.
Ensuite, un type nommé Wright a dit comment, alors qu'il dépassait un tournant, il avait entendu une femme crier, un grand craquement. Comment il avait vu une auto tourner sur elle-même, phare allumé, au fond du ravin. Il avait vu Cora sur la route faisant des signes vers lui. Il était descendu jusqu'à la voiture avec elle. Il avait essayé de nous tirer de là. Il n'était pas arrivé parce que la voiture était sur nous. Alors il avait envoyé son frère qui était avec lui pour chercher de l'aide. Ensuite, d'autres gens étaient venus et puis les agents. Enfin, ils avaient pu soulever l'auto, nous sortir et nous mettre dans l'ambulance. Puis, le frère de Wright a raconté la même histoire en ajoutant qu'il était rentré avec les agents. Le docteur de la prison a dit que j'étais ivre, qu'un examen de l'estomac du grec avait révélé qu'il était ivre aussi. Cora seul ne l'était pas. Il a dit qu'elle était la fracture qui avait causé la mort du grec. Alors le coroner s'est tourné vers moi et m'a demandé si je voulais témoigner. Oui, monsieur. Je vous préviens que ce que vous direz peut se tourner contre vous et que vous n'êtes pas obligé de témoigner si vous ne le désirez pas. Je n'ai rien à cacher. Très bien. Que savez-vous? Tout ce que je sais, c'est que je conduisais. Tout d'un coup, j'ai senti l'auto s'effondrer sous moi et quelque chose m'a frappé. Et je ne me rappelle rien d'autre jusqu'à mon réveil à l'hôpital. Vous conduisiez? Oui, monsieur. Vous en êtes bien sûr? Je l'affirme, monsieur. C'était la fausse histoire que je devais démentir plus tard, au moment où vraiment ce que je dirais aurait de l'importance. L'enquête ne signifiait pas grand-chose. J'avais pensé que si je racontais des bobards d'abord puis ensuite une autre histoire, on croirait que le deuxième récit était vrai. Tandis que si je donnais ma deuxième version en premier lieu, on se rendrait compte de ce qu'elle était, c'est-à-dire fausse. Je racontais cela pour la première fois. Je voulais faire mauvaise impression dès le début. Si je n'avais pas conduit l'auto, cela n'aurait rien changé d'ailleurs à la mauvaise impression que je voulais donner. Il ne pouvait rien contre moi. Ce que je craignais avant tout, c'était de fabriquer à nouveau ce meurtre parfait qui nous avait si bien claqué dans les doigts l'autre fois. Un tout petit oubli, et nous étions fichus. Tandis que si j'avais l'air d'un sale type, il pourrait y avoir quelques petites erreurs sans que ça s'aggrave. Plus j'aurais l'air d'un ivrogne invétéré, moins notre aventure aurait l'air d'un assassinat volontaire. Les agents se regardaient l'un l'autre, et le coroner m'examinait comme s'il me prenait pour un fou. Ils savaient déjà tous qu'on m'avait retiré du siège arrière de l'auto. Vous êtes sûr de cela, vous conduisiez? Absolument sûr. Vous aviez bu? Non, monsieur. Vous avez entendu pourtant les résultats des examens? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout ce que je sais, c'est que je n'avais pas bu. Le coroner s'est tourné vers Cora. Elle a dit qu'elle dirait tout ce qu'elle savait. Qui conduisait l'auto? Moi. Où était cet homme? Derrière. Avait-il bu? Elle a regardé au loin, elle a avalé sa salive et elle s'est écriée. Suis-je obligé de répondre? Vous répondrez si vous le voulez. Alors je ne répondrai pas. Très bien. Alors dites-nous ce que vous savez. Je conduisais, il y avait une grande côte et le moteur avait chauffé. Mon mari m'a dit d'arrêter pour laisser refroidir. Quelle température? Plus de 95. Continuez. Ensuite, j'ai descendu la côte. J'ai coupé les gaz, mais en bas c'était encore chaud, et avant de repartir, je me suis arrêté encore. Nous sommes restés là 10 minutes environ. Puis on est reparti. Alors je ne sais pas ce qui est arrivé. Je suis passé en prise, mais ça n'allait pas. Alors j'ai voulu passer en seconde. Mais les hommes parlaient. Ai-je voulu les écouter? Est-ce que je ne suis pas allé assez vite? Enfin, je ne sais pas. J'ai senti la voiture tomber. J'ai crié pour qu'il saute, mais c'était trop tard. L'auto roulait sans dessus-dessous. Quand ça a cessé, j'ai essayé de sortir de là-dedans, je suis sorti, et je suis vite monté sur la route. Le coroner s'est tourné vers moi. Pourquoi essayez-vous de protéger cette femme? Est-ce qu'elle essaie de me protéger, elle? Le jury sortit, revint, rendit son verdict. Nick Papadakis avait trouvé la mort dans un accident d'automobile sur la route du lac de Malibu. Accident causé entièrement ou en grande partie par la conduite criminelle de Cora et la mienne. En conséquence, nous devions passer en justice. Un nouvel agent est resté avec moi cette nuit-là à l'hôpital et, le lendemain matin, il m'a dit que M. Sackett allait venir me voir et que je ferais bien de me préparer. Je pouvais à peine bouger, mais j'ai fait venir le coiffeur de l'hôpital pour qu'il me rase et me donne un air aussi présentable que possible. Je savais qui était Sackett. C'était le district attorney. Il s'est amené à 10h30 et l'agent nous a laissés seuls l'un en face de l'autre. Sackett est un grand bonhomme à la tête chauve et aux manières enjouées. Eh bien, comment ça va? Ça va, juge. J'ai été un peu secoué, mais ça va aller. Comme dit le type qui tombe d'avion, la balade fut chic, mais l'atterrissage est dur. C'est ça. Voyons, vous savez que si vous ne voulez rien me dire, vous pouvez vous taire. Mais je suis venu ici, d'abord pour savoir de quoi vous aviez l'air, et puis parce que j'ai l'habitude de penser qu'une bonne conversation franche évite bien des bavardages ennuyeux par la suite.
Cela aplanit souvent des difficultés dans l'ensemble de l'affaire. Cela permet une meilleure défense et de toute façon, comme on dit, cela permet de se comprendre un peu. Bien sûr, juge. Que voulez-vous savoir? J'ai pris un air rusé, et il s'est assis pour mieux me voir. Si nous reprenions tout du commencement, au sujet de cette balade. C'est ça, racontez-moi tout. Il s'est levé et a commencé à marcher de long en large. La porte était près de mon lit. Je l'ai ouverte d'un seul coup. L'agent était assez loin dans le couloir, flirtant avec une infirmière. Sa quête a éclaté de rire. Non, non, il n'y a pas de dictaphone, on ne s'en sert qu'au cinéma d'ailleurs. J'ai fait une grimace comme si j'étais honteux. J'avais joué la comédie et il marchait. J'avais fait semblant de me méfier et maintenant je jouais la confusion. Ça va, juge, c'était idiot, bien sûr. Entendu. Je commence par le commencement et je vous raconte tout. Je suis dans le pétrin et je crois que mentir ne me servirait à rien. Je lui ai raconté comment j'avais quitté le grec, puis comment je m'étais trouvé de nouveau nez à nez avec lui dans la rue. J'ai dit qu'il avait voulu que je revienne et qu'il m'avait demandé de les accompagner à Santa Barbara pour que nous parlions ensemble du travail. J'ai avoué qu'on avait bu puis qu'on était parti, moi conduisant. Là, il m'a arrêté. Ainsi, c'est vous qui conduisiez. Comment pouvez-vous me demander ça, juge? Que voulez-vous dire, Chambers? Voilà, j'ai entendu ce qu'elle a dit à l'enquête. J'ai entendu ce qu'ont dit les agents. Je sais où l'on m'a trouvé, je sais donc qui conduisait. C'était elle. Mais si je vous dis ce dont je me souviens, je dois dire que c'est moi qui conduisais. Je n'ai pas menti au coroner. Il me semble encore que c'était moi qui conduisais. Vous avez nié être ivre. C'est vrai. J'étais plein de gnôle, d'éther, de drogue, de tout ce qu'ils m'ont donné et j'ai menti. Mais maintenant je suis mieux. Je sais que la vérité est la seule chose qui puisse me tirer de là, si c'est possible. Bien sûr, j'étais sous à crever, et je ne pensais qu'à une chose. Je ne dois pas avouer que j'avais bu parce que je conduisais. S'ils découvrent que j'avais bu, je suis foutu. C'est ce que vous avez dit au jury? Il fallait bien. Mais je n'arrive pas à comprendre comment c'était elle qui conduisait. C'est moi qui conduisais au départ, j'en suis sûr. Je me souviens qu'un type s'est fichu de moi. Alors pourquoi conduisait-elle quand on est tombé? Vous avez conduit 5 mètres. 5 miles, vous voulez dire? Non, 5 mètres. Et elle vous a chassé du volant. Mince alors. Fallait que je sois dans un bel état. C'est une des choses que les jurys doivent croire. Ça a juste l'air d'une blague pour être simplement la vérité. Ils croiront ça volontiers. Il s'était assis de nouveau et regardait ses ongles. J'ai eu un mal fou à retenir le sourire qui me montait aux lèvres. J'ai respiré quand il m'a questionné de nouveau. Cela m'a obligé à penser à autre chose qu'à la facilité que j'avais à le tromper. Quand avez-vous commencé à travailler pour Papadakis, Chambers? L'hiver dernier. Pendant combien de temps êtes-vous resté avec lui? Jusqu'à il y a un mois à peu près. Vous êtes resté 6 mois chez lui. À peu près. Que faisiez-vous avant? Une chose ou l'autre. Vous rouliez votre bosse sur les routes et dans les chemins de fer. Vous cassiez la croûte quand c'était possible. Oui, monsieur. Il a ouvert un dossier, il en a sorti des papiers qu'il a mis sur la table et il a commencé à les regarder. Vous n'avez jamais été à Frisco? J'y suis né. Kansas City, New York, New Orleans, Chicago. Je connais tout ça. Êtes-vous allé déjà en prison? Oui, juge. En roulant sa bosse, on ne peut pas toujours éviter de se cogner aux flics. J'ai été en prison. À Tucson. Oui, monsieur. Pour 10 jours, je crois, j'étais passé par une voie interdite. Salt Lake City, San Diego, Wichita. Je suis passé partout. Auckland? J'ai eu 3 mois à Auckland pour m'être battu avec un contrôleur de train. Vous l'avez bien amoché, je crois. C'est possible, mais qu'est-ce que j'avais pris? J'étais bien amoché moi aussi. Los Angeles? Une fois, mais pour 3 jours seulement. Chambers, comment se fait-il que vous soyez resté avec Papadakis pour travailler? C'est un accident. J'étais fauché et il avait besoin de quelqu'un. Je suis entré pour trouver à manger, il m'a offert du boulot, j'ai accepté. Chambers, ça ne vous paraît-il pas un peu bizarre? Que voulez-vous dire, juge? Après avoir roulé votre bosse pendant tant d'années sans rien faire, sans même essayer de faire quelque chose, si j'ai bien compris, tout d'un coup, vous vous mettez à l'ouvrage, vous acceptez un travail régulier. Je dois reconnaître que ça ne m'emballait pas. Mais vous êtes resté. Nick était un des plus chics types que j'ai jamais rencontrés. Quand j'ai eu un peu de fric, j'ai essayé de lui dire que ce n'était plus possible, mais je n'ai pas eu le cœur de le lâcher quand il m'a dit tout le mal qu'il avait avec ses employés. Dès qu'il a eu son accident, j'ai filé. J'ai filé, c'est tout. Bien sûr, c'était pas très chic envers lui, mais les pieds me démangeaient. Quand il me démange, il faut que je parte. Seulement là, je suis parti en douce. Et le lendemain du jour où vous êtes revenu, il meurt dans un accident. Juge, c'est ça ma poisse.
Je parlerai peut-être autrement au jury, mais vrai, comme je suis là, je vous avoue que je crois bien que c'est de ma faute tout ça. Si je n'avais pas été là, si je n'avais pas proposé de boire, il serait peut-être encore là. Comprenez-moi, ça n'a peut-être rien à voir avec là-dedans d'ailleurs, je ne sais pas. J'étais plein et je ne sais plus ce qui est arrivé. Tout de même, si elle n'avait pas eu deux ivrognes dans sa voiture, elle aurait peut-être mieux conduit, n'est-ce pas? Enfin, il me semble. Je l'ai regardé pour voir comment il prenait ça. Il ne me regardait même pas. Soudain, il a bondi, il s'est penché sur mon lit et m'a pris aux épaules. Assez, Chambers. Dites-moi pourquoi vous êtes resté 6 mois avec Papadakis. Je ne comprends pas. Mais si vous comprenez. Je l'ai vue, Chambers, et j'ai compris pourquoi vous êtes resté. Elle était dans mon bureau hier, elle avait un œil abîmé et elle n'était pas mal démolie, mais malgré ça, elle est rudement bien. Pour une femme comme ça, il y a beaucoup de types qui quitteraient la route, même si leurs pieds les démangeaient. Ils démangent toujours. Vous vous trompez, juge. Pas pour longtemps. C'est trop simple, Chambers. Voici un accident d'automobile qui hier était un cas d'homicide par imprudence, clair comme le jour, et aujourd'hui plus rien. À chaque pas que je fais, un témoin apparaît pour me dire quelque chose, et quand j'assemble le tout, il ne me reste que du vent. Allons, Chambers, avouez. Vous avez tué le grec, cette femme et vous, et plus vite vous l'avouerez, mieux ce sera pour vous. Je n'avais plus la moindre envie de sourire, je vous prie de le croire. J'ai senti mes lèvres devenir sèches. J'ai essayé de parler, mais rien n'est sorti de ma bouche. Eh bien, vous ne dites rien? C'est que vous m'embouchez un coin, juge. Vous dites là quelque chose de terrible, juge. Qu'est-ce que je peux répondre? Vous aviez la langue mieux pendue tout à l'heure quand vous me parliez de la vérité. Parlez donc maintenant. C'est que vous m'embrouillez. Alors prenons un point après l'autre pour ne pas vous embrouiller. Tout d'abord, vous avez couché avec cette femme, n'est-ce pas? Jamais de la vie. Pendant la semaine où Papadakis était à l'hôpital, où avez-vous dormi alors? Dans ma chambre. Et elle dans la sienne. Voyons, je l'ai vue, vous dis-je. J'aurais couché avec elle, moi, si je n'avais eu qu'à pousser la porte, même si j'avais risqué que l'on me pende pour viol ensuite. Alors vous l'avez fait vous aussi. Je n'y ai même pas pensé. Et toutes ces promenades avec elle au marché à Solman, à Glendale, qu'est-ce que vous faisiez avec elle au retour? C'est Nick qui m'y envoyait lui-même. Je ne vous demande pas qui vous y envoyait, mais ce que vous faisiez. J'étais si épaté que j'ai vite cherché un moyen d'en sortir. Je n'ai trouvé qu'une chose, me mettre en colère. Eh bien c'est ça, et après? Nous ne l'avons pas fait, mais supposez qu'on ait couché ensemble. Eh bien si c'était si facile, pourquoi nous serions-nous débarrassés de lui? Sapristi, juge, j'ai entendu dire que des types assassinaient pour avoir ce que vous croyez que j'ai eu, quand ils ne peuvent pas l'avoir. Mais on ne m'a jamais raconté qu'un type est tué pour obtenir ce qu'il avait déjà. Vraiment? Eh bien je vais vous dire pourquoi vous l'avez tué. D'abord pour avoir la propriété de Papadakis, qui vaut 14 000 $, qu'il a payé rubis sur l'ongle. Ensuite, pour vous faire ce petit cadeau que vous comptiez bien encaisser sans dommage, vous et elle. Regardez-moi de quoi ça a l'air. C'est une police d'assurance de 10 000 $ contre les accidents que Papadakis venait de prendre. Je distinguais bien encore son visage, mais tout tournait autour de moi, et j'ai eu besoin de toute ma volonté pour ne pas me redresser sur mon lit. Puis je me souviens qu'il m'a tendu un verre d'eau et qu'il m'a aidé à boire. Buvez ça, vous vous sentirez mieux. J'ai bu un peu, j'en avais besoin. Voilà, Chambers. Je crois que c'est bien le dernier crime où vous mettrez la main pour un bon moment au moins, mais croyez-moi, une autre fois, veillez à ce que les compagnies d'assurance n'aient rien à y voir. Elles mettront, s'il le faut, 5 fois plus de temps que le comté de Los Angeles à régler une affaire. Elles ont des détectives infiniment plus habiles que ceux que je pourrais jamais engager. Elles connaissent le truc sur le bout des doigts, et dès maintenant, elles sont sur vos talons. Cette histoire représente de l'argent pour elles, et elles savent se défendre. Vous vous êtes grossièrement fourvoyés, elle et vous. Juge, que la foudre me tue, si j'ai jamais entendu parler de cette assurance avant maintenant. Vous êtes blanc comme un linge. Y a de quoi? Alors mettez-moi de votre côté dès le début. Faites-moi une confession complète rapidement. Je plaiderai coupable et je ferai tout ce que je pourrai pour vous au tribunal. Je demanderai l'indulgence pour vous deux. Je ne marche pas. Qu'est-ce que vous me racontiez donc tout à l'heure? Je dirai toute la vérité afin de sortir propre devant le jury, etc. Vous croyez que vous pourrez vous en tirer avec des mensonges maintenant? Vous croyez que je supporterai cela? Je ne sais pas ce que vous supporterez, je m'en fous. Occupez-vous de ce qui vous regarde, je m'occuperai moi-même de mes affaires. Je n'ai rien fait et c'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez compris? Tant pis pour vous. Vous m'envoyez promener, eh bien, voilà ce que le jury entendra. Premièrement, vous avez couché avec elle, n'est-ce pas? Ensuite, Papadakis a été victime d'un petit accident et vous vous êtes payé du bon temps, elle et vous. Au lit, la nuit, sur la plage, le jour, vous tenant la main, vous regardant dans les yeux. Tout d'un coup, vous avez tous les deux eu une idée lumineuse. Maintenant qu'il venait d'avoir cet accident,
Il fallait lui faire prendre une assurance et le supprimer ensuite. Et vous avez filé pour qu'elle puisse arriver au but. Elle a très finement agi, et il a contacté l'assurance. Il a signé une bonne police sur la vie contre les accidents, contre les maladies et tout ce qui s'ensuit. Et il a payé 46,72 $. Tout était prêt. 2 jours plus tard, Frank Chambers rencontrait, tout à fait par hasard, Nick Papadakis dans la rue, et Nick essayait de le persuader de venir travailler de nouveau avec lui. Que pensez-vous de ça? Juste à ce moment, Nick et sa femme avaient combiné un petit voyage à Santa Barbara. Les chambres étaient retenues, tout était organisé. Il fallait que Frank vienne avec eux, tout comme autrefois. Et vous êtes partis. Vous avez fait boire le grec, vous avez bu un peu vous-même, vous avez caché 2 bouteilles dans la voiture afin que les agents mordent tout à fait. Puis il a absolument fallu prendre la route du lac Malibu, parce qu'elle voulait voir la plage de Malibu. Quelle chic idée, ça. À 11 heures du soir, elle tenait à voir une rangée de maisons léchées par les vagues. Mais vous n'êtes pas allé jusque-là. Vous vous êtes arrêté, et pendant cet arrêt, vous avez assommé le grec avec des bouteilles de vin. C'est une chose très facile qu'assommer un type avec une bouteille, surtout pour Frank Chambers, qui a déjà assommé un type de cette façon à Auckland. Vous l'avez donc assommé, puis elle a remis la voiture en marche et, tandis qu'elle sautait sur le marchepied, vous vous êtes penché sur le siège de devant, vous avez pris le volant et accéléré avec la manette à main. Il n'y avait pas besoin de beaucoup d'essence car vous étiez déjà en seconde. Quand elle a été à l'extérieur, elle a pris le volant à son tour et gardé le contact avec la manette à la main, ce qui vous aurait permis de sortir de la voiture. Mais vous étiez ivre, n'est-ce pas? Vous avez été un peu lent, et elle, un peu trop vite, a lancé la voiture par-dessus le talus, si bien qu'elle a pu sauter, mais vous, vous êtes resté dedans. Vous croyez qu'un jury ne croira pas tout ça? Il croira tout, parce que je prouverai chacun de mes mots, depuis la promenade à la plage jusqu'à l'utilisation de la manette à main. Et quand je dirai cela, il n'y aura plus d'indulgence possible pour vous, mon garçon. Ce sera la corde. Vous serez pendu au bout d'une corde. Quand on la coupera, on n'aura plus qu'à vous enterrer avec tous ceux qui ont été assez stupides pour ne pas saisir la chance de sauver leur tête. Mais rien ne s'est passé comme ça, autant que je m'en souvienne. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est elle qui a tué? J'essaie de vous faire comprendre que personne n'a tué. Foutez-moi la paix après tout. Rien ne s'est passé comme ça. Comment le savez-vous? Vous étiez sous. Ce que je sais ne s'est pas passé comme ça. Alors, vous avouez qu'elle a tout fait? Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne veux dire que ce que je dis. Voilà tout. Écoutez-moi, Chambers, vous étiez 3 dans cette auto, vous, elle et le grec. Il est clair que ce n'est pas le grec qui a fait l'accident. Alors si ce n'est pas vous non plus, il ne reste plus qu'elle. Mais qui diable dit que quelqu'un l'a fait? Moi. Voyons, nous allons y arriver, Chambers. Parce que, enfin, vous n'avez peut-être rien fait. Vous dites que vous parlez franchement, c'est peut-être vrai, tout de même. Mais si vous dites la vérité, et si vous ne considérez vraiment cette femme que comme la femme d'un ami, il faut en sortir, n'est-ce pas? Vous devez porter plainte contre elle. Moi? Porter plainte? Si elle a tué le grec, elle a essayé de vous tuer aussi alors. Vous ne pouvez accepter cela. Cela pourrait sembler drôle si vous ne vous plaignez pas. Vous auriez l'air d'un idiot. Elle tue son mari et elle tente de vous tuer pour toucher une prime d'assurance. Il faut vous plaindre. Bien sûr. Si c'est elle qui a causé l'accident, mais est-ce que je sais si c'est elle? Si je vous le prouve, signerez-vous la plainte? Prouvez-le. Alors je vais vous le prouver. Quand vous vous êtes arrêté, vous êtes descendu de voiture, n'est-ce pas? Non. Comment? Je croyais que vous étiez si saoul que vous ne vous souveniez de rien. Voici 2 fois que votre mémoire est excellente, ça m'étonne. Je ne m'en souviens pas. Alors je vous le dis, vous êtes descendu. Écoutez le rapport d'un témoin. Je n'ai pas bien vu la voiture, mais je sais qu'une femme était au volant. Un homme assis à l'intérieur riait quand nous sommes passés, et un autre homme était malade derrière la voiture. C'est vous qui étiez malade derrière. C'est alors qu'elle a assommé Papadakis avec la bouteille. Quand vous êtes revenu, vous n'avez rien vu parce que vous étiez parfaitement abruti. Papadakis était mort déjà et il n'y avait rien à remarquer. Vous vous êtes assis et vous avez perdu connaissance. Alors elle a mis en seconde, elle a gardé sa main sur la manette de façon à pouvoir accélérer, et aussitôt qu'elle a eu sauté sur le marchepied, elle a fait basculer l'auto dans le ravin. Ça ne prouve rien. Comment donc? Wright a dit que l'auto roulait sans dessus-dessous, au fond de la gorge, quand il est arrivé au tournant, mais que la femme était sur la route et réclamait du secours. Elle avait pu sauter, sans doute. Si elle a sauté, elle a eu la présence d'esprit de prendre son sac avec elle. Chambers, ne trouvez-vous pas drôle qu'une femme conduise avec son sac à la main? A-t-elle eu le temps de le prendre avant de sauter? C'est impossible. Il est impossible de sauter hors d'une conduite intérieure qui tourne sur elle-même au fond d'un ravin. Elle n'était plus dans l'auto quand la voiture s'est retournée. La preuve est faite maintenant?
Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Signez-vous oui ou non une plainte? Non. Voyons, Chambers. Ce n'est pas par accident que l'auto s'est retournée une seconde trop tôt. C'était vous ou elle, et elle ne voulait pas que ce soit vous qui restiez. Assez, assez. Je ne sais plus de quoi vous parlez. Mon garçon, c'est vous ou elle. Si vous n'êtes pour rien là-dedans, vous feriez mieux de signer. Car si vous ne signez pas, je comprendrai, et le jury aussi, et le type qui passe la corde au cou aussi. Il m'a regardé un instant, puis il est sorti, et il est revenu avec un autre type. Ce dernier s'est assis et il a écrit une formule avec son stylo. Sackett m'a apporté le papier. Signez là, Chambers. J'ai signé. Il y avait tant de sueur dans ma main que le type a dû l'éponger avec un buvard. 10. Quand il a été parti, l'agent est entré et m'a marmonné une proposition de jouer aux cartes avec lui. Nous avons fait quelques parties, mais je ne pouvais pas fixer mon esprit. Je lui ai dit que cela m'énervait de jouer d'une seule main et nous nous sommes arrêtés. Il vous a eu, pas vrai? Un peu. Il est rosse. Il les a tous. Il a l'air d'un prédicateur plein d'amour pour l'humanité, mais il a un cœur de pierre. C'est bien le mot. Il n'y a qu'un type qui lui tienne tête. Vraiment? Un type qui s'appelle Katz. Vous le connaissez? J'ai entendu parler de lui. C'est un de mes amis. C'est toujours bon d'avoir des amis comme ça. Dites donc, vous n'avez pas encore d'avocat. Vous n'êtes pas encore inculpé et vous ne pouvez réclamer personne. Ils peuvent vous garder au secret, comme ils disent, pendant 48 heures encore. Mais si Katz venait par hasard, je pourrais le faire entrer, vous pigez. Il pourrait peut-être s'amener, si je lui disais un mot. Vous avez une ristourne? Je vous dis que c'est un de mes amis. S'il ne me donnait rien, ce ne serait pas un ami, n'est-ce pas? C'est un grand bonhomme. C'est le seul qui puisse damer le pion à sa quête. Vas-y, mon vieux, le plus tôt sera le mieux. À tout à l'heure. Il est sorti un moment et quand il est revenu, il m'a cligné de l'œil. Vite après, on a frappé à la porte et Katz est entré. C'était un petit homme de 40 ans à peu près. Il avait un visage couleur de cuir usé, une moustache noire. Dès qu'il est entré, il a sorti un paquet de tabac et du papier et s'est mis à rouler une cigarette. Quand il l'a allumée, elle a brûlé tout d'un côté et il ne s'en est plus préoccupé. Elle est restée collée sur un côté de sa bouche et je n'ai jamais su si elle était allumée ou non, et si lui était éveillé ou endormi. Il était assis là, les yeux mi-clos, une jambe passée sur un bras du fauteuil, le chapeau repoussé en arrière sur sa tête. On pourrait croire que pour un type enferré comme moi, ce n'était pas un spectacle encourageant. Eh bien, c'était tout le contraire. Il dormait peut-être, mais même endormi, il avait l'air d'en savoir plus long que bien des types éveillés. Et un soupir s'est échappé de ma gorge. J'avais l'impression que maintenant, tout allait marcher comme sur des roulettes. L'agent a regardé Katz rouler sa cigarette comme s'il avait en face de lui un acrobate merveilleux, réussissant un triple saut périlleux. Et il n'avait pas du tout envie de sortir, mais il a dû s'en aller cependant. Quand il nous a eu quittés, Katz s'est tourné vers moi, comme s'il attendait quelque chose. Je lui ai raconté notre accident et la façon dont Sackett avait tenté de me prouver que j'avais tué le grec pour toucher l'assurance, et comment il était parvenu à me faire signer la plainte contre Cora pour tentative de meurtre contre moi. Il m'a écouté et quand j'ai eu fini, il est resté un moment sans parler. Puis il s'est levé. Il vous a eu jusqu'à la gauche. Je n'aurais pas dû signer. Je ne crois pas qu'elle ait pu faire un truc pareil. Mais il m'a eu. Et maintenant je ne sais plus ce que je dois foutre. En tout cas, vous n'auriez pas dû signer. Monsieur Katz, je vous demanderai une seule chose. Ne pourriez-vous la voir et lui dire que je la verrai et je lui dirai ce qu'il faut qu'elle sache. Pour le reste, je prends l'affaire en main et cela veut dire que je m'en occuperai sérieusement. Vous me comprenez? J'ai compris. Je serai avec vous au tribunal, c'est-à-dire qu'un homme à moi sera avec vous. Puisque Sackett a fait de vous un plaignant, je ne peux pas parler pour vous deux, mais l'affaire est dans mes mains. Une fois de plus, croyez-moi, cela signifie quelque chose. Faites pour le mieux, monsieur Katz. À bientôt. Ce soir-là, on m'a remis sur un brancard et on m'a conduit au tribunal. C'était un tribunal de simple police, il n'y avait pas de banc pour le jury, ni de banc pour les témoins, rien de tout ça. Le magistrat était sur une estrade avec derrière lui quelques agents. Devant lui, il y avait un grand bureau qui traversait presque toute la pièce. Ceux qui avaient à parler levaient le nez au-dessus du bureau et disaient ce qu'ils avaient à dire. Il y avait des tas de gens. Des photographes ont fait claquer le magnésium quand on m'a amené, et, d'après le bourdonnement qu'on entendait, on sentait que c'était une chose importante qui allait se discuter. Je ne pouvais pas voir grand-chose depuis ma civière, mais j'ai quand même aperçu Cora assise sur un banc avec Katz. Sackett était là aussi un peu plus loin. Il parlait à des types à portefeuille. Il y avait encore des agents et des témoins que j'avais déjà vus à l'enquête. On m'a installé sur deux tables rapprochées en face du bureau,
et il m'avait à peine remis mes couvertures dessus qu'ils ont commencé à blaguer ensemble à propos d'une affaire de chinoise, et un agent a dû leur dire de se taire. Pendant ce temps, un jeune homme s'est penché sur moi et il m'a dit qu'il s'appelait White et que Katz lui avait dit de se présenter à moi. J'ai incliné la tête, mais il a continué à murmurer que Katz me l'envoyait, si bien que l'agent s'est fâché et a sérieusement réclamé le silence. Cora Papadakis. Elle s'est levée et Katz l'a conduite vers le bureau. Elle m'a presque touché en passant, et cela m'a semblé drôle de sentir son odeur, ce parfum même qui me rendait toujours fou avant toute cette histoire. Elle avait l'air un peu mieux que la veille. On lui avait donné une autre blouse qui lui allait bien. Son costume avait été nettoyé et repassé. Ses souliers étaient cirés et son œil, bien que noir encore, n'était plus gonflé. D'autres personnes se sont levées aussi et se sont rangées sur une ligne à côté d'elle. Alors un agent leur a dit de lever la main droite et il a raconté quelque chose à propos de la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Il s'est arrêté tout d'un coup pour voir si moi aussi j'avais ma main droite levée. Je ne l'avais pas levée. Je l'ai levée alors et il a recommencé son marmonnement depuis le commencement. Nous avons tous marmonné après lui. Le magistrat a retiré ses lunettes et a raconté à Cora qu'elle était accusée d'avoir tué Nick Papadakis et d'avoir tenté de tuer Frank Chambers, qu'elle pouvait faire une déposition, mais que toute déposition faite par elle pouvait être retournée contre elle, qu'elle avait le droit de se faire représenter par un avocat, qu'elle avait 8 jours pour plaider, et que pendant ce laps de temps, la cour serait prête à l'écouter. Cela a été un long laïus, et on entendait les gens tousser pendant qu'ils le débitaient. Après, Sackett a parlé et a dit ce qu'il allait prouver. C'était à peu près la même chose que ce qu'il m'avait dit, seulement il rendait ça foutrement solennel. Quand il a eu fini de parler, il a sorti des témoins. D'abord le docteur dans l'ambulance qui a expliqué quand et comment le grec était mort. Puis ça a été le docteur de la prison, celui qui avait fait l'autopsie. Après, il y a eu le secrétaire du coroner qui a expliqué le rapport de l'enquête et l'a remis au magistrat. Enfin, 2 autres types, mais j'ai oublié ce qu'ils ont dit, ceux-là. Bref, quand ils ont eu tous parlé, tout ce qu'ils étaient arrivés à prouver, c'est que le grec était mort. Comme ça, je le savais, je n'y ai pas beaucoup fait attention. Katz n'a rien demandé à personne. Chaque fois que le magistrat s'est tourné vers lui, il a fait un petit signe de la main, et le type n'a eu qu'à se retirer. Quand ils ont été tout à fait sûrs que le grec était bien mort, Sackett est vraiment entré en action, et il a touché aux choses intéressantes. Il a fait venir un type qui représentait une compagnie d'assurance, la Pacific States Accident Assurance Corporation of America. Ce type a dit comment le grec avait signé sa police 5 jours auparavant. La police stipulait que le grec devait toucher 25 dollars par semaine pendant 52 semaines. S'il tombait malade. La même somme si, par accident, il était blessé et mis dans l'impossibilité de travailler. 5 000 dollars s'il perdait un membre, 10 000 dollars pour 2 membres. Sa veuve devait recevoir 10 000 dollars s'il était tué par accident, 20 000 dollars si c'était dans un accident de chemin de fer. Quand il en est arrivé là, il avait tellement pris son ton habituel de démarcheur que le magistrat a levé la main pour le prévenir. J'ai toutes les assurances dont j'ai besoin. Tout le monde rit de la plaisanterie du magistrat. Moi-même j'ai ri. Vous auriez été surpris du ton que ça avait. Sackett a posé encore quelques questions, et le magistrat s'est tourné vers Katz. Ce dernier a réfléchi une minute et, quand il a parlé, ça a été très lentement, comme s'il voulait que chaque mot porte. Avez-vous vraiment un intérêt quelconque à ce procès? En un sens, oui, monsieur Katz. Vous cherchez à éviter de payer la prime sous prétexte qu'il y a eu crime, c'est bien cela? Exactement. Vous croyez vraiment qu'un crime a été commis, que cette femme a tué son mari pour toucher cette prime, qu'elle a même essayé de tuer cet autre homme ou de le placer dans une telle situation qu'il aurait pu mourir, toujours pour obtenir cette indemnité? Le type a presque souri. Puis il a réfléchi une minute et il a parlé comme s'il voulait que chaque mot de sa réponse porte, lui aussi. Pour répondre à cette question, je vous dirais, monsieur Katz, que j'ai, tous les jours, des milliers d'affaires de ce genre. Les dossiers de fraude arrivent chaque jour sur mon bureau, et j'ai une grande expérience de ce genre de recherche. Je peux vous dire que depuis des années que je travaille pour cette compagnie, comme pour beaucoup d'autres, je n'ai jamais vu une affaire aussi claire. Je ne crois pas qu'il y a eu crime, monsieur Katz. J'en suis sûr. C'est bien. Je plaiderai donc coupable des 2 accusations. Si Katz avait lancé une bombe dans le tribunal, celui-ci ne se serait pas vidé plus rapidement. D'un bond, les reporters se ruèrent dehors, les photographes se précipitèrent pour prendre des tas de clichés. Ils se cognaient les uns contre les autres, et le magistrat s'est fâché, et a brutalement réclamé le silence. Sackett semblait anéanti, fusillé, et dans toute la pièce, il y avait une rumeur semblable à celle que l'on entend quand on vous colle soudain un coquillage devant l'oreille.
J'ai bien essayé de voir la figure de Cora, mais je ne pouvais apercevoir qu'un coin de sa bouche. Sa lèvre tremblait nerveusement, comme si, de seconde en seconde, quelqu'un la piquait avec une aiguille. Je n'ai plus rien vu ensuite. Précédés par White, ils m'ont emporté sur mon brancard hors de la pièce. Ils ont traversé 2 halls au galop, puis ils sont entrés dans un bureau où il y avait 2 ou 3 agents. White a prononcé le nom de Katz, et les agents sont sortis. Ils m'ont déposé sur le bureau, et les types qui me portaient sont sortis aussi. White a marché de long en large, puis la porte s'est ouverte, et une surveillante est entrée avec Cora. Enfin, White et la surveillante sont sortis, ils ont fermé la porte, et nous sommes restés seuls. J'ai cherché quelque chose à dire et je n'ai rien trouvé. Cora marchait dans la pièce, elle ne me regardait même pas. Sa bouche se crispait toujours. J'ai encore avalé ma salive et j'ai pu dire enfin: On s'est foutu de nous, Cora. Elle n'a rien dit, elle a continué à marcher. Ce Katz n'est qu'un mouchard, c'est un flic qui me l'a envoyé. Je croyais que c'était un type à la cool, il s'est foutu de nous. Il ne s'est pas foutu de nous. On s'est foutu de nous. J'aurais dû m'en douter quand le flic m'a parlé de me l'amener, mais je n'y ai pas pensé, je croyais que c'était un frère. On s'est fichu de moi, mais pas de toi. Et comment, il m'a eu aussi. Je comprends tout maintenant. J'ai compris pourquoi c'est moi qui devais conduire. Je vois pourquoi c'était moi qui devais tout faire, pas toi. Oh oui, je suis devenue amoureuse de toi parce que tu es un malin. Et je le vois bien que tu es malin maintenant. Comme c'est drôle. Vous tombez dans les bras d'un type parce qu'il est malin, et vous ne découvrez qu'après combien c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Cora? On s'est foutu de moi et comment? Toi et ton avocat. Tu as bien préparé ça, c'est si bien fait qu'il paraît que j'ai même essayé de te tuer. Ainsi, évidemment, tu n'as rien à voir à le faire là-dedans. Et puis on va plaider coupable en justice, alors on ne parlera même pas de toi. C'est très bien. Quelle idiote je suis. Mais je ne le suis pas tant que ça. Écoute, Frank Chambers, quand je sortirai d'ici, je te ferai voir combien tu es malin. Mais tu verras que tu as dépassé la mesure et tu le sentiras passer. J'ai tenté de m'expliquer, mais il n'y a rien eu à faire. Elle s'est mise en colère, au point que ses lèvres étaient pâles sous le rouge. Alors Katz est entré. J'ai voulu lui sauter dessus, mais il m'avait attaché sur le brancard. Je n'ai pas pu bouger. Sortez d'ici, salaud. Ah, vous prenez l'affaire en main. Je le vois bien. C'est du propre. Je sais ce que vous êtes maintenant. Vous entendez? Foutez-moi le camp. Qu'est-ce qui vous prend, Chambers? Il parlait comme un maître d'école au mauvais élève qui crie parce qu'on lui a retiré son chewing-gum. Qu'est-ce qui vous prend? Je fais ce qu'il faut faire, je vous l'avais dit. Entendu, mais prenez garde de ne pas me tomber sous la main ensuite. Il la regardait comme s'il ne comprenait pas bien, et elle a marché vers lui. Vous êtes d'accord avec ce type-là contre moi? C'est moi qu'on accuse pour qu'il soit libre. Eh bien, croyez-moi, il est aussi coupable que moi, et il n'est pas prêt de s'en tirer. C'est moi qui vous le dis. Je dirai tout. Je leur dirai tout, et je vais leur dire tout de suite. Il l'a encore regardé, il a hoché la tête, et son regard était vraiment le plus curieux regard que j'ai jamais vu. Voyons, mon petit, ne faites pas ça, laissez-moi m'occuper. Vous vous en occupiez, c'est mon tour maintenant. Il s'est levé, il a haussé les épaules et il est sorti. Il était à peine sorti qu'un garçon aux pieds énormes, au cou rouge, armé d'une machine à écrire entrait. Il a installé sa machine sur une chaise, il l'a calée avec 2 livres, puis il a regardé Cora. Monsieur Katz m'a dit que vous vouliez faire une déposition. Il avait une drôle de petite voix et il grimaçait en parlant. C'est exact. Elle s'est mise à parler nerveusement par 2 ou 3 mots à la fois, et aussi vite qu'elle parlait, il la suivait sur son clavier. Elle lui a tout raconté, depuis le tout commencement. Elle a dit comment elle m'avait rencontré, comment nous avions été bien ensemble, comment on avait tenté de se débarrasser du grec une première fois. 2 fois un agent a ouvert la porte et a passé la tête. Chaque fois le type à la machine a levé la main. Encore quelques minutes, chef. Ok. Quand elle a eu fini, elle a dit qu'elle ne savait rien de l'assurance et que nous n'avions fait cela que pour nous débarrasser du grec. C'est tout. Il a ramassé tous les papiers et elle a signé. Mettez juste les initiales sur les autres. Elle a mis ses initiales, il a sorti un tampon de notaire, le lui a mis dans la main. Elle a tamponné puis elle a signé encore. Il a mis les papiers dans sa poche, il a fermé sa machine et il est sorti. Cora est allée à la porte et elle a appelé la surveillante. Je suis prête. La surveillante est entrée et l'a emmenée. Les types du brancard sont venus et m'ont emporté au galop. Mais sur le chemin, ils se sont trouvés pris dans la foule qui examinait Cora, tandis qu'elle attendait l'ascenseur qui devait la conduire en prison. La prison est sur le toit du palais de justice. Ils se sont quand même frayé un chemin au milieu des gens, et ma couverture est tombée. Elle a traîné sur le sol. Cora s'est baissée, elle a ramassé ma couverture, elle me l'a remise gentiment dessus. Puis elle s'est détournée très vite.